Bien, écoutez, nous allons commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour ce débat consacré à la politique agricole commune, à la réforme de la PAC 2023. Bonjour Véronique. Bonjour Adrien. Donc c'est la première fois que nos deux associations sont réunies aujourd'hui. Oui, c'est la première. J'étais en train d'essayer de faire fonctionner mon micro. Voilà. C'est la première fois effectivement que l'Association des journalistes européens et l'Association des journalistes, l'Association française des journalistes agricoles et agroalimentaires organisent une table ronde ensemble. Et je pense que la nouvelle politique agricole commune le méritait. Parce que c'est quand on lit ce qu'il y a dans les tuyaux, c'est une véritable révolution. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons proposé ce beau plateau pour réfléchir ensemble et nous informer ensemble sur la question. Alors merci aux chambres d'agriculture et en particulier la PCA de nous accueillir aujourd'hui. Donc pour ce débat, nous avons convié des invités de marque. Alors Éric Andrieux, à ma droite, vous êtes député européen social-démocrate, premier vice-président de la Commission de l'agriculture et du développement durable. Pierre Bascou, qui est directeur durabilité et aide aux revenus à la DG de l'agriculture et du développement durable à la Commission européenne. Jérôme Bouillet, secrétaire général adjoint aux affaires européennes, en charge de tout ce qui touche à la solidarité, la santé, la transition écologique et la transition agricole. Et puis nous devions avoir Sébastien Windsor, qui est le président de la Chambre d'agriculture France, qui a été appelé d'urgence par le président de la République et qui a d'ailleurs failli m'écraser en sortant tellement il était pressé, et qui est représenté aujourd'hui par Thierry Feldman, qui est directeur de l'économie, des agricultures et des territoires à la Chambre, enfin aux chambres. Et d'ailleurs, nous voulons, Adrien et moi, vous remercier pour cet accueil grandiose. Merci beaucoup de nous accueillir. Voilà. Alors je me tourne d'abord vers Pierre Bascou. Je crois que c'est votre 5e réforme. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en préambule le calendrier de cette nouvelle PAC, de ce qui reste un petit peu à négocier, ce qui est dans les tuyaux avant 2023 ? Bonjour à tous, un grand merci de votre invitation. Donc, en termes de calendrier, donc pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique agricole, on fait face actuellement à un calendrier que je qualifierais de relativement serré. Donc on a eu au mois de juin dernier un accord politique par les co-législateurs, donc le Parlement européen et le Conseil européen, qui se sont mis d'accord sur l'architecture future de cette politique agricole, pour lesquelles la Commission avait fait des propositions en juin 2018, donc il y a 3 ans. Depuis la fin juin, les juristes de la Commission et du Conseil travaillent à réviser les textes et à traduire cet accord politique donc, en texte législatif. Tout ceci devrait être prêt dans toutes les langues officielles. Ceci devrait être prêt pour le 17 novembre et nous espérons que lors de la deuxième quinzaine de novembre, au Parlement européen, nous aurons un vote positif en plénière qui nous permettra d'adopter les textes de base de la future PAC formellement par le Conseil au début du mois de décembre. Suite à cet accord formel sur les textes de base, la Commission adoptera, en tout cas tout est prévu pour, adoptera ce qu'on appelle la législation secondaire, donc les actes délégués, les actes d'exécution, donc ce sont toutes les règles qui permettent de mettre en musique les actes de base, et donc nous devrions avoir un corpus législatif, je dirais, complet d'ici la fin de cette année 2021. En parallèle, les États membres travaillent sur la mise en œuvre donc des plans stratégiques nationaux, donc un plan stratégique par État membre, plan stratégique dont les premiers projets doivent être soumis à la Commission au plus tard le 1er janvier 2022. Et donc en 2022, la Commission formelle, donc dans un cadre formel, évaluera ces plans stratégiques et procédera à leur approbation s'ils nous conviennent. Et vraisemblablement, il y aura des négociations au cours de l'année 2022. Et donc tout sera fait pour que fin 2022, les 27, je dirais même les 28 plans stratégiques, il y en aura 2 en Belgique, 2 pour la Belgique, donc les 28 plans stratégiques seront formellement adoptés par la Commission pour une mise en œuvre complète de la future politique agricole au 1er janvier 2023.
Donc on est vraiment, en cette fin d'année 2021, dans un processus en parallèle de travail sur les actes juridiques et donc sur les plans stratégiques au niveau des États membres, et bien sûr avec le soutien de la Commission européenne. Alors ça, c'est si tout va bien. Mais on voit que jusqu'à présent, tout va mal, puisqu'on a déjà 2 ans de retard. Quand même, si, on a 2 ans de retard. Et ce qui fait que cette nouvelle PAC, tout l'ensemble de ces négociations, vient se percuter avec le Green Deal, qui a des ambitions extrêmement élevées en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et on verra après avec Adrien, la question qu'on peut se poser en tant que béotien de l'agriculture ou de l'Europe, c'est est-ce que la nouvelle PAC, c'est mission impossible, M. Bascou, et je poserai la même question ensuite aux autres. Non, très sincèrement, je me trouve un petit peu pessimiste. Non, Réaliste, pour l'instant, tout va bien. peut-être. On a pris un peu de retard, mais on espère bien rattraper ce retard et tout finaliser pour la fin de l'année. C'est vrai que les propositions de la PAC, comme je l'ai dit, ont été mises sur la table en juin 2018. Depuis juin 2018, la Commission a adopté un pacte vert, donc au mois de décembre 2019, un pacte vert qui est une vision à long terme. C'est une initiative qui vise à promouvoir une stratégie de croissance qui soit durable, résiliente, compétitive et qui permette à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc c'est une initiative qui couvre l'ensemble de l'économie, à la fois la production et la consommation. Et au cœur de ce pacte vert, il y a la stratégie de la ferme à la table, la stratégie Farm to Fork. Et c'est clair que par rapport en fait à cette nouvelle stratégie, la politique commune, la politique agricole commune a été réorientée dans les discussions avec les co-législateurs afin de s'aligner sur cette nouvelle ambition de croissance durable et de croissance résiliente et neutre, je dirais, en termes de carbone. Alors est-ce que ce sera, on voit bien dans les discussions, il y a des discussions sur les objectifs quantifiés, etc. Mais clairement, à notre sens, le pacte vert, le Green Deal, permet d'ancrer, je dirais, la future politique agricole et le secteur agricole dans cette stratégie globale qui concernera pas simplement l'agriculture, mais l'ensemble du système alimentaire européen. Et ça, c'est extrêmement important. Et la PAC, à l'avenir, sera l'instrument qui permettra de soutenir les agriculteurs dans cette transition écologique, qui leur permettra vraiment de s'intégrer dans cette nouvelle stratégie de croissance durable. Et j'insiste sur le mot croissance, parce que c'est une stratégie de croissance. Parce qu'on n'en parle pas des On va en parler. Pour avoir des phénomènes de croissance. On est dans une stratégie de croissance, mais stratégie de croissance différente de celle qu'on a connue par le passé. Donc un alignement total entre la future PAC et le Green Deal, donc, et la stratégie de la ferme à la table. Éric Andrieux, vous partagez cet optimisme? Voilà, vous tenez bien. D'abord, merci de l'invitation, merci de l'organisation de cette rencontre, de ces échanges. Et moi, j'adore Pierre Bascou quand il a ce rôle de fonctionnaire européen convaincu de sa mission, donc, et c'est bien normal, et c'est heureux. C'est bien qu'on a avec nous des fonctionnaires très compétents et qui portent les enjeux qui nous occupent. Mais je ne partage pas tout à fait le schéma, finalement. Donc, et je regarde politique, de fait, je ne suis pas là ni pour défendre une corporation, ni une approche technique, mais plutôt avoir un regard politique. Moi, je suis fidèle à ce que je dis depuis 2018, finalement, parce que j'étais là dans l'ancien mandat, et je suis toujours là, je suis désolé pour certains. Donc, ou depuis 2018, je dis que la réforme de la PAC, telle qu'elle nous est présentée, n'est pas à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Voilà, ça c'est mon discours récurrent, mais je continue à le tenir aujourd'hui, après avoir retravaillé sur les textes donc stabilisés, comme on dit dans le jargon européen. Lorsque je dis ça, et ça s'est renforcé depuis le pacte vert, effectivement, puisque déjà en 2018, je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles étaient, même au sein de la Commission. Je ne demande pas à Pierre Bascou de le dire, parce qu'il ne peut pas le dire, mais le projet qui était sur la table, donc présenté par Phil Hogan, n'avait pas l'agrément de l'ensemble des commissaires. Il faut se rappeler l'histoire. L'histoire, c'est que dans le débat budgétaire qui était lors présent à l'époque, c'est ça la réalité politique, vous en ferez ce que vous voudrez, il y avait une réduction drastique des budgets, donc il y avait une négociation qui se passait. Les commissaires, ce que j'en sais, dans leur grande majorité, voire au-delà, n'étaient pas favorables au projet qui était sur la table, dans la réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Et donc ça s'est négocié entre Juncker et Phil Hogan, où Juncker a dit à Phil Hogan, allez, ok, je t'accorde la PAC, et tu acceptes d'avoir un budget réduit, donc tu peux en dire sur les débats politique. C'est mon rôle de politique de donner un regard
par rapport à l'approche technique, et c'est bien ainsi que les compléments de propos sont intéressants, me semble-t-il. Donc ça démarre comme ça, l'histoire de la PAC. Et 2018, depuis le début, moi je fais partie de ceux, mais en démocratie, il y a des majoritaires et des minoritaires, donc je suis dans les minoritaires qui prétendent que le projet de réforme tel qu'il était proposé dès 2018 n'était pas à la hauteur des enjeux, justement, du changement de modèle nécessaire à une approche, c'est-à-dire de remettre l'agriculture donc, au cœur du débat sociétal. Et de recréer le lien, c'est mon leitmotiv depuis 2018, entre l'agriculture, l'aliment, la santé humaine, la biodiversité et le climat. Ça, c'était mon propos dès le départ en tant que parlementaire. Arrive en 2019, effectivement, cette prise de conscience forte de l'enjeu climatique, parce que le Green Deal, c'est ça, c'est effectivement, comme ça vient d'être dit, atteindre une neutralité carbone donc en 2050. Donc ça veut dire que la question climatique n'est pas un enjeu mineur, et qu'il est partagé par l'ensemble des États membres, et qu'on pose un acte politique majeur de dire qu'il faut que donc du coup, si on doit atteindre cet objectif-là, et je le fais en résumé, il faut que toutes nos politiques publiques s'adaptent à ce grand objectif-là. Or, concernant la PAC, qui est quand même 38% du budget de l'Union européenne, je continue à considérer que c'est la première pierre de l'édifice qu'il faut construire. Donc, on a d'un côté la PAC validée, donc des moyens, la PAC n'est rien d'autre que des moyens mis en œuvre pour tendre vers une politique. Et à côté, 2 ans après, on a défini des grands objectifs. Et moi, je défends depuis le début qu'il fallait, dès la nouvelle mandature, avec les nouveaux commissaires, et je l'ai déjà dit au commissaire Choukeski, qui remettent à plat le projet de réforme organe, et qui repropose un nouveau projet de réforme, donc dans lequel on remet la pyramide dans le bon sens. C'est-à-dire on ne met pas les moyens avant les objectifs. En politique, c'est une règle de base, dans tous les cas c'est la mienne, on fixe d'abord des grands objectifs, et ensuite on définit les moyens pour les atteindre. Là, on est depuis lors dans une pyramide inversée, ce que j'appelle la pyramide inversée, où on a d'abord mis les moyens, ceux de la réforme, et ensuite on a défini les objectifs. Et depuis lors, on essaie de faire coller, et moi c'est mon sentiment, mais je le vis au quotidien, donc des rustines finalement, donc sur le champ à air. Donc cette nouvelle PAC vous paraît déjà bancale en fait. Pardon ? Cette nouvelle PAC vous paraît déjà bancale. Oui, et je vais terminer juste ce propos introductif. Je pense qu'il y a un sujet, c'est qu'effectivement, dans la proposition qui est sur la table, il n'y a rien de révolutionnaire. Vous parlez de révolution, pour moi sincèrement, quand je regarde les grandes structures de la PAC, celle que nous vivons aujourd'hui, celle que nous allons vivre, quand je regarde les 2 piliers, les grandes masses qui sont distribuées, les aides au paiement de base, donc l'aide donc les costumes aujourd'hui au verdissement, à l'écologisation de l'agriculture, donc quand je regarde le second pilier avec les MAEC, si je regarde les grandes masses redistribuées, je ne vois pas où est la révolution. La grande révolution, c'est que le niveau européen transfère le pouvoir de mise en œuvre de la réforme aux États membres, à travers des plans stratégiques nationaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit que ça va répondre, aujourd'hui, on ne sait pas si ça va répondre à l'enjeu écologique. Il y a effectivement une marge de progrès dans le cadre des 25% des éco-schemes du premier pilier. Mais aujourd'hui, ça va dépendre de ce que va mettre dans le plan stratégique national chacun des États membres. Et là, j'ose espérer, parce que les échos sont divergents, que la Commission, et ça, Pierre Basco va nous le dire tout à l'heure, va être exigeante sur le contrôle de ceux qui ont le contenu des plans stratégiques nationaux. Autrement, le grand danger, et c'est là que je dis ça depuis 2018, je ne suis pas nouveau dans mon propos, c'est que dans un moment où le champ international, tous les sujets qui nous interpellent aujourd'hui politiquement sont du niveau international. On a parlé du climat, on vient d'en parler, on peut parler de la pandémie, c'est le sujet international. C'est un moment où il fallait, de mon point de vue, qu'on développe le commun de la politique agricole commune. Donc, en fait, on divise par 27 morceaux, 28, nous dit-on aujourd'hui, donc la PAC. Donc c'est un sujet d'ordre géopolitique et stratégique qui m'interroge, et on est suspendu finalement, ça c'est ma lecture, mais j'ai certainement pas raison, au contenu et à la volonté des États membres du niveau qualitatif qu'ils vont mettre dans les plans stratégiques nationaux. Voilà. Alors à propos des États membres, Jérôme Bourbouillet, vous représentez à travers le secrétariat général aux affaires européennes, dont peut-être vous pouvez dire un tout petit mot, parce que peut-être c'est un secrétariat dont tout le monde n'a pas entendu parler, donc pour nous expliquer en quoi c'est extrêmement important dans le processus et dans la négociation des affaires européennes. Justement, qu'est-ce que l'État français par rapport à tout ça, comment se positionne-t-il, et est-ce que vous avez le sentiment aussi que ça risque d'être très difficile? Merci beaucoup, tout d'abord merci de m'avoir convié, je suis très honoré d'être avec vous ce matin. Donc, le secrétariat général des affaires européennes, en 2 mots, c'est une institution qui est rattachée directement au Premier ministre. La secrétaire générale est également la conseillère Europe du Premier ministre. Et nous, on suit plutôt la négociation des textes communautaires.
Et on a un rôle tout simple qui est de veiller à ce que la France, dans tous les groupes, à tous les niveaux, parle d'une seule voix et d'éviter ce qu'on peut constater dans d'autres États membres qu'en fonction du ministre que vous interrogez, notamment sur la politique agricole commune, vous n'avez pas toujours la même réponse. Donc en théorie, c'est pas trop le cas avec les ministres français qui, du fait de la Constitution et du rôle d'arbitre du Premier ministre, on a cette fonction d'arbitrage entre les différents départements ministériels pour avoir une position française commune. Peut-être 2-3 points un peu impressionnistes, mais pour engager tout de suite le débat par rapport à ce qui vient d'être dit. Est-ce que la PAC est une mission impossible, cette PAC-là alors c'est peut-être notre rôle de fonctionnaire, hein, mais comme Pierre Bascou, je dirais que c'est un jugement qu'il faut se garder de jugement trop sévère sur cette négociation. On a déjà eu des transitions sur des PAC. C'est pas la première fois qu'on est obligé d'avoir la nouvelle PAC qui entre en vigueur avec un délai par rapport au reste du cadre financier pluriannuel. Et justement, c'est peut-être de là, enfin, je ne sais pas si on peut parler de péché originel, mais la difficulté première qu'il y a eu sur cette négociation de la politique agricole commune, et ça a été rappelé tout à l'heure par Eric Andrieux, la Commission avait mis sur la table en 2018 une proposition qui, aux yeux de la France, était inacceptable s'agissant de la politique agricole commune, avec une diminution des moyens de la politique agricole commune que nous ne pouvions pas accepter. Je ne vous refais pas l'histoire. La négociation du cadre financier pluriannuel a été très compliquée, très longue. Il se trouve que, si vous vous souvenez, le moment où on pensait conclure, c'était juste avant la pandémie, que la pandémie est passée par là, et finalement, le moment où le Conseil européen arrive à trouver un accord sur le cadre financier pluriannuel, bien, qui n'a plus grand-chose à voir, si on se dit les choses, avec la proposition initiale, c'est en juillet 2020, avec le côté plan de relance. Et du coup, ça explique ce retard pris dans la négociation de la politique agricole commune, parce que les négociations, notamment au Conseil, étaient quand même pas mal freinées par le fait qu'on ne connaissait pas l'enveloppe. Donc on ne connaissait pas l'enveloppe, il n'y avait pas vraiment de discussion sérieuse qui s'engageait. Et assez vite, quand en janvier 2020, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas le cadre financier pluriannuel, il a fallu décider, même si c'était un pas de gaieté de cœur, de prévoir une période de transition, parce qu'on savait qu'avec les PSN, on n'arriverait pas à respecter la date du 1er janvier 2021, qui était très difficilement respectée pour les autres programmes. Enfin, il se trouve que j'ai eu la chance de suivre d'autres programmes. L'argent n'est pas encore totalement, complètement arrivé. On est encore en train de discuter les cadres d'intervention avec la Commission européenne. Peut-être dernier point sur le PSN et qu'est-ce que ça change. J'entends les craintes qui sont exprimées un peu partout et que nous avons exprimées d'ailleurs, nous France, au Conseil, sur le risque d'une politique agricole commune qui se renationalise. On va en reparler. Peut-être juste un mot là-dessus, sur le parallèle à faire, là où la situation a quand même changé par rapport à 2018, c'est qu'on a quand même l'expérience de la négociation des plans nationaux de relance et de résilience qu'on vient de faire avec la Commission européenne, et qui montre comment la Commission, par son pouvoir d'approbation des plans nationaux, peut donner une direction aux États membres pour aller donc sur les PNRR, sur une relance qui soit cohérente avec les transitions écologiques, les transitions numériques. Donc je pense que ça, c'est quand même un élément nouveau dans le débat par rapport au débat qu'on a pu avoir en 2018. Alors Thierry Feldman, je me tourne vers vous maintenant. On parlait de l'avènement de cette nouvelle PAC qui se percute avec l'arrivée ou les objectifs du Green Deal. Plusieurs études sont sorties ces derniers mois montrant que le Green Deal allait entraîner une baisse de la production agricole européenne, selon les études entre 5 et 15% selon les secteurs, et une hausse des importations. Est-ce que vous êtes inquiet justement de ce nouveau contexte agricole européen qui se prépare ? Merci, donc bonjour à tous et bienvenue ici à la Maison des Chambres d'Agriculture. Donc avant de vous répondre, pour dire si je suis inquiet ou si je suis optimiste, je suis plutôt de nature optimiste, hein, donc personnellement. Vous rappelez 2-3 choses. Moi je suis à ma 3 ou 4e réforme de la PAC en tant que structure accompagnant les agriculteurs dans l'exercice.
rappeler qu'on réforme régulièrement et que l'agriculture, c'est un secteur de réforme en réforme qui bouge. Dire peut-être pour Eric que compte tenu de la nature inhérente de l'agriculture, qui est sur des investissements long terme, et compte tenu aussi du fait, et j'y reviendrai par rapport au Green Deal, qu'on soit dans un monde ouvert en termes d'échange, le processus de réforme de la PAC doit s'inscrire dans des décisions qui doivent être soutenables dans ce contexte-là, et donc vouloir renverser la table et faire des ruptures ou des révolutions serait sans doute mission impossible dans le contexte dans lequel on est. Néanmoins, on a des enjeux majeurs, et le changement climatique est un enjeu majeur. Le Green Deal, la stratégie de la ferme à la fourchette, et la stratégie biodive d'ailleurs qui s'ajoute à tout ça, portent des ambitions importantes pour répondre à ces enjeux. Mais vous l'avez dit, il y a eu des études d'impact qui ont été faites, dont une qui a été faite aussi au niveau européen. Ces études d'impact, avec différents scénarios, effectivement prévoient des baisses de production. C'est notamment lié à l'évolution des surfaces et à la progression qu'on voudrait et l'ambition qu'on porte sur l'évolution de l'agriculture biologique, par exemple. Un peu plus inquiétant, ces études, elles parlent aussi de baisse de revenus pour les agriculteurs, et puis et de baisse de la position de l'Europe au niveau des échanges mondiaux, avec baisse de nos exportations et augmentation des importations. Donc pour un économiste, tout ça, c'est pas très réjouissant. Donc je réponds un peu à une question, oui, c'est inquiétant. Alors un des points sur lequel d'ailleurs la Commission fait des ouvertures, mais peut-être que M. Bascou pourra nous en dire plus, c'est de savoir comment ces ambitions-là, on les intègre dans un système où les échanges, on connaît les règles des échanges internationaux, on sait ce qu'elles sont, et à partir du moment où le reste du monde, si je puis dire, ne fait pas son Green Deal, c'est plus compliqué d'atteindre les objectifs. Donc il y a des questions, alors ça peut se traiter, mais je sais que on nous explique que c'est quasi mission impossible de revenir à des échanges et à des débats sur l'intégration de l'enjeu climatique dans les échanges internationaux. Néanmoins, en agriculture, mais pas seulement d'ailleurs, cette question-là devrait être à l'agenda. Et comment fait-on pour tenir compte de l'empreinte carbone des produits qu'on importe, quand dans un ensemble européen, on se fixe des ambitions qui sont tout à fait louables et qui sont importantes par rapport à ces enjeux. Donc il y a de mon point de vue, et de notre point de vue dans les chambres d'agriculture, cette question, d'ailleurs on fait un débat prochainement sur la question, ce qu'on appelle les clauses miroirs, comment fait-on, notamment à travers les échanges, pour finalement concilier nos ambitions par rapport aux règles du commerce international. Un dernier point par rapport à la réforme de la PAC, peut-être qu'on y reviendra, mais que je voudrais souligner. Je le disais, c'est une réforme, c'est pas une révolution, mais c'est une réforme. Il y a des véritables avancées, et par rapport à certains discours qu'on peut avoir, le fait que le verdissement, par exemple, bascule intégralement dans la conditionnalité, la mise en place, Eric Andrieu le disait, des éco-régimes, sont des marges de progrès, et on le vit nous quand on commence à accompagner les agriculteurs sur la réflexion sur leurs assolements à partir de 2023, et on s'aperçoit bien que c'est pas rien, quoi. C'est pas rien, il y a bien des efforts à faire. Et je terminerai là où il y a une légère déception, en tout cas par rapport au corpus de réforme. On s'est battu, nous les chambres, avec d'autres, sur le fait d'avoir des outils plus robustes pour accompagner ce qu'on appelle les transitions. Donc les transitions, c'est des changements dans un système agricole qui sont pour le coup pas des simples adaptations, mais qui sont plus ambitieuses, des évolutions de soit des baisses d'intrants, soit des suppressions de molécules, soit des réductions sur un certain nombre de molécules. On a un petit peu obtenu gain de cause, et là je voudrais remercier les députés européens qui ont œuvré là-dessus, puisqu'on peut faire des mesures forfaitaires dans la PAC qui nous permettront, des mesures agro-environnementales forfaitaires qui, de notre point de vue, permettront de mieux accompagner les transitions, mais on est un peu au milieu du gué, parce qu'on reste dans une logique de justification par des surcoûts, etc.,
qui ne rend pas simple l'implémentation, l'application de cette mesure. Mais on pourrait y revenir si vous voulez, mais ça c'est donc sur la capacité en tout cas d'accompagner les transitions, parce que ça c'est un enjeu majeur, et si on veut aller plus vite, comme le souhaite Éric Andrieux, il faut qu'on se donne les moyens d'accompagner les transitions de système. Il ne suffit pas de mettre des règles et de dire aux agriculteurs, débrouillez-vous, vous allez appliquer telle règle. Il faut avoir des processus d'accompagnement dans les transitions, c'est souvent long. Ça prend au moins 3 ou 5 ans de changer un système agricole de façon significative pour répondre à des enjeux. Et ça, j'espère que dans la prochaine réforme, on sera encore plus ambitieux sur l'accompagnement des transitions, parce que je pense déjà, on va bientôt travailler sur la prochaine réforme, je pense, M. Bascou, pour ne pas être trop en retard par rapport au calendrier. Alors, M. Bascou, justement, peut-être une réaction sur ce qui est anticipé, ce qui est prévu par ces études. Est-ce que c'est une réalité, ce décrochage anticipé de l'agriculture européenne? Est-ce que les choses sont figées ou est-ce que ça peut évoluer? Est-ce qu'au niveau de... Voilà. Oui, merci. En ce qui concerne les études, écoutez, on voit maintenant fleurir un certain nombre d'études qui cherchent à évaluer l'impact en fait, de la stratégie Farm to Fork et plus généralement en fait, du pacte vert sur le secteur agricole. Je pense qu'il faut rester humble et modeste. En tout cas, je me concentrerai sur l'étude du Centre commun de recherche de la Commission. Ce Centre commun de recherche a publié une étude qui vise à examiner de façon, je dirais, limitée, partielle, certains éléments de la stratégie de la ferme à la table. Ces éléments-là, ils sont au nombre de 4. Le développement du bio, la réduction des pesticides, la réduction de l'utilisation excessive des engrais, également la réinstallation des infrastructures écologiques. Et on s'aperçoit que ces 4 éléments-là en fait, donnent des impacts extrêmement positifs en matière climatique, en matière d'empreinte, d'impact environnemental. Elles permettent à l'Union européenne de garantir sa sécurité alimentaire. Elles permettent à l'Union européenne de rester un exportateur net dans la plupart des produits agricoles. Néanmoins, il est clair que le niveau de production, je dirais, général de la ferme Europe diminuerait d'environ 10 à 15%. Donc j'insisterai sur 3 points. Le premier, c'est pour dire que cette évaluation de l'impact potentiel sur le niveau de production, à notre sens, on est vraiment dans la fourchette haute, parce que ça ne prend pas en compte tous les autres éléments. Il y a une note entre 20 et 30 initiatives de la stratégie de la ferme à la table qui ne sont pas prises en compte. Tout ce qui concerne l'aide au changement dans la consommation alimentaire, dans le régime alimentaire, tout ce qui concerne la distribution de la valeur ajoutée sur la filière alimentaire, tout ce qui concerne le développement du bio, parce que qui dit développement du bio dit développement de la production, mais également de la consommation. Donc il y a d'autres initiatives qui ne sont pas prises en compte. Il y a également le fait que l'Union européenne opérait cette transition de façon donc, je dirais, unique. Donc aucun pays du monde en fait ne procéderait à cette transition. Donc on est vraiment dans un schéma, je dirais, maximaliste en termes d'impact sur le niveau de production. Oui, mais alors, excusez-moi, justement, vous dites aucun pays au monde ne va aller aussi loin, c'est formidable d'être vertueux, et très souvent l'Union européenne a cette volonté d'être vertueuse et d'être exemplaire, mais quid de tous les pays avec qui l'Union européenne a passé des accords de libre-échange, je pense à l'Australie, au Brésil, etc. Est-ce qu'on va leur imposer la même chose? Ou est-ce qu'on va taxer leurs produits parce qu'ils ne vont pas être aussi vertueux que les nôtres? Oui. Parce que ces produits-là, lorsqu'on les achètera au supermarché, seront forcément plus chers. Oui. Juste pour finir mon propos précédent, pour compléter en fait le panorama, il est clair qu'on prévoit donc une légère diminution du niveau de production, mais pour nous ce qui est important, n'est pas de produire plus, mais c'est de produire mieux. Produire mieux, ça ne veut pas dire produire moins, mais ça veut dire une stratégie de croissance qui est différente. Donc c'est produire mieux pour consommer mieux, et ceci afin, je dirais, de permettre aux agriculteurs d'avoir un prix rémunérateur. Et ce qui est important dans cette perspective, c'est, je dirais, l'importance de soutenir la recherche et l'innovation et permettre aux agriculteurs d'opérer cette transition. Donc en fait, on n'est pas du tout inquiet par ce niveau de production. Pour revenir à votre question sur nos partenaires commerciaux, il est clair que l'Union européenne, parce que je dirais ces normes, ces standards qui sont imposés à nos agriculteurs, ils peuvent paraître élevés, mais ceci nous permet aussi d'exporter et d'être devenu le premier exportateur de produits agricoles, agroalimentaires dans le reste du monde. Donc c'est aussi
une marque de fabrique et je dirais un avantage comparatif pour l'Union européenne. Mais il est clair que dans cette transition écologique, ce serait inutile au niveau global de faire ça tout seul. Et donc nous allons essayer de promouvoir nos normes et nos standards à travers différentes initiatives en matière de coopération au niveau des enceintes internationales, en termes de coopération d'accords commerciaux, donc bilatéraux, multilatéraux avec nos partenaires commerciaux, avec l'introduction de chapitres sur la durabilité, etc. À travers également l'utilisation de notre politique commerciale. On est actuellement, sur la base des dernières informations scientifiques, en train de réviser les limites de tolérance donc sur les résidus de pesticides qui ne sont pas ou qui ne sont plus autorisés dans l'Union européenne. Nous allons voir également dans quelle mesure en fait, on pourrait introduire certaines exigences liées par exemple à des questions éthiques. Mais tout ça prend énormément de temps. C'est qu'une négociation commerciale avec un pays ou avec un ensemble de pays prend énormément de temps. Donc, mais cette transition, c'est une transition à long terme. Là, ce dont on parle, la politique agricole, le pacte vert, la stratégie de la ferme à la table, etc., c'est une transition à l'horizon 2030, surtout en matière agricole. Comme vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison. À l'horizon 2030, il reste quoi? Il reste 8 campagnes. Pour un agriculteur, enfin producteur de produits végétaux, c'est 8 campagnes. Donc c'est une transition vraiment de long terme, mais nous espérons arriver à promouvoir nos normes, à promouvoir nos standards, à promouvoir cette transition écologique. Mais n'oublions pas que pour l'Union européenne également, c'est un argument de vente, c'est une image de marque, c'est aussi la promotion de la qualité de nos produits, et c'est quelque chose qui est très important. Éric Andrieux, peut-être une réaction. Est-ce qu'on ne se tire pas justement une balle dans le pied avec cette future PAC et ce Green Deal si on regarde la compétitivité, ou est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin justement en termes de verdissement? Bon, je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense que si effectivement on avait, je dis ça rapidement, appréhendé la question du Green Deal tel qu'il est là, je veux dire, en fait, la question de base, c'est est-ce que le réchauffement climatique est un enjeu ou pas un enjeu? Est-ce que l'enjeu de la réduction des gaz à effet de serre est une question ou pas une question? Suivant où on se passe, on agit. Si c'est un enjeu, ce que je crois, comme la plupart des acteurs en présence, ça veut dire qu'il faut que toutes nos politiques publiques soient impactées. Et si on avait d'abord acté le Green Deal et ensuite défini la PAC, je pense que la question du budget ne se posait pas de la même façon. Là, on a fixé le budget, on a défini la PAC, on a fait le Green Deal. Donc, je reviens sur la pyramide inversée, c'est un sujet majeur. Je pense qu'on aurait pu exiger du budget agricole qui sont beaucoup plus forts dans le cadre du cadre financier pluriannuel, dès lors qu'on inscrirait l'agriculture dans un enjeu sociétal beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Pour tout ce qui est du reste derrière, ça veut dire qu'effectivement, on remet les choses dans le bon sens. Ça, c'est ma lecture. Derrière ça, effectivement, la question qui est posée aujourd'hui, je dirais ce que j'appelle la renationalisation de la PAC, c'est la question des règles à l'international, ça a été posé. Donc aujourd'hui, un sujet qu'on aborde trop peu, c'est l'inadaptation des règles de l'OMC, donc, dans le cadre de politique agricole commune. Et qu'il faudra bien que ces règles se modifient. On a eu l'occasion de le faire aujourd'hui, le grand débat, c'est les clauses miroirs, surtout en France, parce que ça, on sait au moins que ça fédère tout le monde, donc on est d'accord là-dessus, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'on avait l'occasion, dans le cadre de l'OCM, qui est le rapport que j'ai demandé, sur l'article 192 bis, si vous voulez, d'appréhender la question donc, de la réciprocité. Donc, et du coup, ce qu'on appelle les clauses miroirs. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau de la Commission, c'est en place, tous les produits qui sont importés donc, sur le territoire européen et qui interagissent sur la santé humaine, tous les produits élaborés à partir de pesticides, il y a une limite maximale résiduelle sur les pesticides. Ce qui n'est pas encore traité, donc c'était la partie des pesticides qui agissent sur l'environnement et la biodiversité. Et nous disions, nous, dans le cadre de l'OCN, que l'on pouvait, dans le cadre d'un article, aller jusqu'au bout. C'est-à-dire donc gagner donc, du temps et pouvoir accélérer la question de la réciprocité. Parce qu'effectivement, la question de la réciprocité est un enjeu majeur dans ce débat-là. Mais il faut en donner les outils et les moyens à nos interlocuteurs au sein de l'OMC d'aller débattre de ces questions-là, parce que ça participe effectivement de l'avenir de l'agriculture, pas qu'européenne. Et c'est pour cette raison que je suis inquiet de ce que j'appelle la renationalisation, parce que pour moi, les enjeux sont ailleurs. La question du marché intérieur s'est déplacée. Nos interlocuteurs aujourd'hui, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les États-Unis, c'est la Russie. Et j'ai envie de dire, attention à l'effet qu'on vient de connaître avec les sous-marins en France. Il y a des enjeux qui se passent à notre niveau géostratégique et géopolitique, qui fait que quand on se croit être le plus fort, tout d'un coup,
on se rend compte que les résultats sont à l'inverse de ce qu'on escomptait. Sauf qu'il y a une petite différence avec le sous-marin, c'est-à-dire que la politique agricole, elle est commune, et la politique commerciale, elle est commune. Elle est commune, mais si vous allez... On est au même niveau. Elle est commune, mais si vous avez 27 petits morceaux, si vous avez l'addition de politique nationale, elle ne fait pas une politique commune. Alors j'entends bien l'échec du verdissement, donc de la politique, mais je continue à penser qu'on va voir, là, on va voir dans la mise en œuvre du PSN et de la volonté de la Commission, c'est un enjeu majeur d'être exigeant sur regagner du commun, donc, dans les différentes politiques portées par les États membres. Ça, c'est une question. Justement. S'il y a trop de divergences, effectivement, ça ne marchera pas. Et pour revenir sur les études, actuellement, par rapport à ce qui est sur la table, nous avons encore eu un débat hier après-midi, en fin d'après-midi, en commission de l'agriculture, M. Agnotis, qui est le DG donc, de la DG Agri, qui est très explicite sur l'étude du JRC, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne s'agit pas d'une étude d'impact. C'est bien rappelé donc, par Pierre Vasco. Donc il faut bien parce qu'on en a fait on en a beaucoup dit là-dessus, c'est pas une étude d'impact finalisée. C'est-à-dire, effectivement, la question qu'il a posée hier, je crois que c'était intéressant dans son débat, c'est de dire, attention, si on veut faire coller le modèle agricole aux enjeux de Green Deal, de Farm to Fork, ou de biodiversité comme stratégie, il faut qu'on réfléchisse collectivement. Et si on tend vers une agriculture biologique ou agroécologique qui amène plus de valeur ajoutée, donc même si on produit moins, ça vaut le coup qu'on s'interroge collectivement. C'est ça, je veux dire en résumé, donc, le débat qui va tourner, et sur lequel il faut que nous soyons attentifs. Donc, et je pense que là-dessus, il y a un sujet, et je crois qu'il faut avoir un débat apaisé, comme l'a dit Pierre Vasco, sur les enjeux de souveraineté, de sécurité alimentaire. Prétendre, ce que j'ai lu et entendu ces derniers temps, que l'Europe était autonome du point de vue alimentaire, ce n'est pas vrai. On sait bien qu'on importe aujourd'hui. La question, donc, c'est de savoir, et là je crois que c'est une question majeure que vient d'aborder aussi Pierre Vasco, c'est dans les accords avec nos partenaires, c'est la question des normes qui est prioritaire. On ne va pas être autonome en termes de production à l'échelle communautaire. Donc c'est un leurre. Donc je crois que la nouvelle vision de la souveraineté alimentaire doit être travaillée. Donc, et que c'est plus important d'avoir des normes exigeantes vis-à-vis des pays tiers, donc, pour avoir une alimentation concordante dans nos exigences. Regardez ce qu'on a fait sur le bio. Je prends ce dernier exemple, j'arrête là mon intervention. Sur le règlement bio qui va être effectif au 1er janvier 2022, nous sommes passés de la règle d'équivalence à la règle de conformité. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire effectivement, il y a une exigence forte qui a été portée sur le règlement européen sur l'agriculture biologique et qui va s'appliquer au 1er janvier 2022. Et il y aura des moyens pour contrôler tout ça, ce changement de réglementation? Je pense qu'effectivement, il y aura des moyens pour le contrôler. Autrement, il n'y a pas de sens. La politique publique, elle a de sens dès lors qu'elle est actée et qu'ensuite elle peut être contrôlée dans sa mise en œuvre. Donc c'est ça, je crois, qu'un des enjeux. Et pourquoi ce qui s'est fait pour le bio, donc, ne peut pas s'imaginer à l'échelle de la culture, donc, je dirais, conventionnelle ou générale. Alors, vous parlez de discussion apaisée sur l'agriculture. Je doute qu'en France, la discussion puisse être apaisée sur ce sujet, surtout en ce moment. Et donc, le plan, sur les plans stratégiques nationaux, Jérôme Brouillet et puis M. Feldman, comment vous pensez que... alors, vous avez cherché à nous rassurer, M. Brouillet, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça risque d'être très 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 tendu et très difficile de mettre au point ce PSN? Est-ce qu'on va être prêt dans les temps en France? Et est-ce qu'il va y avoir de la surenchère de part et d'autre? On voit bien, notamment quand il s'agit de transposer nos directives, la France est toujours dans la surtransposition. Est-ce que la France va réussir à être prête à temps à proposer quelque chose qui soit à la fois bon pour les agriculteurs français, bon pour l'écologie et qui ne nous mette pas en porte-à-faux en matière de concurrence vis-à-vis de tous les autres États membres? C'est un peu la quadrature du cercle, l'un et l'autre. Merci beaucoup. Non, je ne suis pas inquiet du tout. Personne n'est inquiet ici, c'est formidable. Non, mais on a eu un débat au Conseil hier, au Conseil agriculture, sur les plans stratégiques nationaux. Clairement, la France est un des États membres qui est le plus avancé dans la préparation de son plan stratégique national. J'ai plus, pour la Commission, une forme d'inquiétude quand j'entends d'autres États membres dire que le 1er janvier sera au mieux le 1er avril pour eux pour déposer leur PSN. Parce que là, honnêtement, ça ne va pas être simple pour la Commission si... justement, comme on le disait, il y a quand même, si on veut que l'outil fonctionne, il faut quand même que la Commission puisse comparer et agréger l'ambition des différents PSN.
Si certains États membres le rendent le 1er avril, comme ils commencent à l'annoncer, on a un petit sujet. Non, en France, on n'a pas cette difficulté. Vous savez, le PSN a été présenté, il a été présenté par le ministre, il est soumis en ce moment à l'autorité environnementale, et donc normalement, il n'y a aucun risque identifié qu'on ne tienne pas la date du 31 décembre. Mais comme vous le dites, vous ne connaissez pas le PSN des autres. Non, pour l'instant, on ne le connaît pas. Après, on n'a pas forcément besoin du PSN des autres pour faire le nôtre. Nous, on applique la réglementation, on applique l'accord politique tel qu'il a été, le cadre tel qu'il a été négocié. Et après, ça, par contre, c'est un point qui est très important pour nous. On l'a rappelé moult fois, et d'ailleurs les Slovènes l'ont fait là. Nous, on souhaite qu'il y ait un débat au Conseil entre les ministres sur les PSN et qu'on ne soit pas dans un processus qui se ferait en chambre avec des échanges entre hauts fonctionnaires du côté de la Commission et du côté français. Donc on souhaite vraiment qu'il y ait une appropriation politique du débat. Vous allez mettre à l'ordre du jour de la présidence française de l'Union européenne avril, ça vous êtes en plein dedans. En fait, il l'est déjà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, hier, les Slovènes ont mis à l'ordre du jour un premier échange sur les PSN. Et dans l'esprit de tout le monde, au Conseil, on va continuer à avoir ces points réguliers sur la mise en œuvre de la PAC. Donc oui, il n'y a aucun scoop là-dedans. On l'a dit pendant toute la réforme, on souhaite que le Conseil continue à échanger. Et je reprends le parallèle avec les PNRR. Les PNRR ont été certes négociés entre la Commission et les États membres dans des échanges pour le coup entre hauts fonctionnaires, mais à la fin des fins, c'est bien le Conseil ECOFIN qui les a approuvés et qui a débattu de l'ambition respective des différents PNRR et qui a vérifié qu'ils étaient conformes au cadre qui avait été négocié. Si vous permettez, juste sur la surtransposition, déjà, il y a un peu un mythe là-dessus, parce que quand on a fait un rapport d'inspection sur... Je crois que c'est Emmanuel Macron qui l'a dit lui-même. Oui, mais après on a fait un rapport d'inspection et on s'est rendu compte qu'on n'en trouvait pas des masses, voire peu, voire pas. Donc il faut, voilà, on va demander à notre collègue à droite ce qu'il en pense. Voilà, quand on regarde dans le détail, c'est toujours un peu plus compliqué, ou en tout cas quand elles existent, elles sont assumées politiquement. Ce qui est pas, voilà, il y en a, mais qui sont souvent assumées politiquement. Et dernière chose sur nous on préfère parler de mesures miroirs plutôt que de clauses miroirs, et parce que de notre point de vue, c'est quelque chose qui doit se faire à 3 étages. Et c'est pour ça que, pour répondre aussi à votre intervention, c'est pas si compliqué que ça à négocier, puisque d'abord la mesure miroir, c'est une mesure du marché intérieur. Ça a été dit sur les limites maximales de résidus, on n'a pas à négocier avec qui que ce soit, en fait c'est des actes délégués de la Commission européenne. Donc c'est un peu à notre main. L'acte délégué sur les antibiotiques, il est prévu, il va être adopté, c'est aussi à notre main. Donc il n'y a pas à négocier avec un État tiers. Après il y a un deuxième étage, effectivement, qui sont les clauses qu'on peut introduire dans les accords de libre-échange, et puis qui sont forcément beaucoup plus compliquées. Et puis il y a un dernier étage qui est encore plus compliqué, mais qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est quand même, à la fin des fins, sans doute un des plus efficaces, c'est les normes internationales. Il y a des discussions dans le cadre du Codex Alimentarius sur l'utilisation des antibiotiques. Typiquement, c'est un endroit où l'Union européenne doit être beaucoup plus impliquée collectivement pour peser et pour que ces normes soient reconnues au niveau international, voire le plus possible partagées. Et c'est comme ça, avec ce triptyque mesure marché intérieur, politique commerciale qui prend en compte ces enjeux et coopération internationale, qu'on arrivera à ce que notre ambition soit partagée. Juste un dernier point avant de passer la parole à votre voisin. Est-ce que la France a obtenu des garde-fous, des garanties sur ces PSN, qu'il n'y ait pas de dumping entre États? Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez, par exemple? Enfin, il y a un cadre qui est commun. Nous, ce qu'on a souhaité, c'est que le cadre soit le plus clair possible et le plus convergent, enfin le plus cohérent possible. Après, sur la façon dont il sera mis en œuvre, comme je le disais, ce qu'on souhaite, c'est d'une part que tout le monde puisse, et d'où l'intérêt de l'échange qu'il y avait hier, que les différents États membres puissent respecter le calendrier qui a été fixé, parce que ça permettra d'avoir une vision d'ensemble, et ensuite, surtout, qu'il y ait un débat au niveau du Conseil pour vérifier que le cadre est bien compris par tout le monde de la même façon, et interprété par la Commission de la même façon pour tous les États membres, mais sur ce dernier point, on fait bien sûr entièrement confiance à la Commission.
Thierry Feldman. Oui, donc sur ces points, d'abord je vais répondre rapidement sur la surtransposition. C'est un débat récurrent hein, dans la profession agricole auprès des agriculteurs. C'est vrai que ce n'est pas un sujet facile parce que souvent le diable se cache dans les détails. On a des écarts d'interprétation de certaines réglementations. Je peux parler de la façon dont on fait basculer en fonction de la réglementation des prairies temporaires en prairies permanentes, etc., qui sont différentes d'un État membre à l'autre et où on peut considérer qu'il y a, oui, surtransposition. Après, c'est vrai que par construction, de toute façon, le PSN laisse des marges de manœuvre aux États membres et donc il va s'agir de voir lequel est le moins disant et lequel est le mieux disant par rapport à un certain nombre d'objectifs, puisqu'il y a des marges de manœuvre. Et en ce sens d'ailleurs, le fait de faire remonter les PSN au niveau du Conseil et de ne pas en faire uniquement un débat technique avec la Commission est une bonne initiative, puisque ça permet justement par rapport à l'ambition de chacun des PSN, d'avoir des confrontations politiques entre États membres sur le PSN. Et ça pourrait peut-être ouvrir quelques questionnements ou quelques débats justement sur cette notion de surtransposition, ou en tout cas d'écart d'ambition dans la fixation d'un certain nombre de règles ou de curseurs. Ça c'est pour la partie surtransposition. Pour en revenir sur le PSN, là pour le coup, en tout cas, on a en France, et je reviens aussi sur la question de calendrier, on a en France un PSN, une première version du PSN qui a été mise sur la table. Dans un travail alors qu'il a été fait quand même un peu à l'arrache en termes de délai de concertation. Bien sûr qu'on aurait pu, sur un certain nombre de mesures, on aurait bien aimé avoir un peu plus de temps. Alors il y a la crise sanitaire aussi qui a joué hein, sur cette question de délai. Et en tout cas, on est sur un PSN qui, en première analyse en tout cas, est un document dans le contexte réglementaire plutôt bien équilibré en tout cas par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des marches à franchir sur un certain nombre de dispositifs, hein, je le redis, l'éco-régime notamment, la conditionnalité, puisque la conditionnalité est quand même renforcée, donc il y a ces marches à franchir. On est d'ailleurs, nous, dans les chambres d'agriculture, déjà en train de préparer les agriculteurs, de construire des outils qui permettent de vérifier la conformité des assolements par rapport aux éco-régimes, etc. Et ce que je voudrais rajouter aussi peut-être, parce que là aussi le diable est dans les détails, on en est aux actes délégués. Et dans cette nouvelle PAC, il y a un point qui va d'ailleurs se mettre en place aussi, qui est une nouvelle méthode d'instruction qui s'appelle le monitoring, une nouvelle méthode d'instruction des dossiers PAC, et on est dans une nouvelle réforme. Et là, il y a un point qui nous semble un point de vigilance, notamment par rapport à ces actes délégués, c'est qu'on puisse, sur ce processus d'instruction des dossiers, en deux mots, hein, on va utiliser davantage les images satellites dans l'instruction des dossiers et dans le suivi de la PAC. Il faut qu'on puisse mettre en place, ce que d'ailleurs notre président de la République a mis en place en France, ce qu'on appelle le droit à l'erreur, ou en tout cas le temps d'adaptation, permettre un temps d'adaptation lorsqu'il y a soit des défauts de conformité, etc., dans ce nouveau dispositif, avoir un temps d'adaptation qui permette d'accompagner le changement plus facilement que par la sanction qui peut arriver trop vite, quoi. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance qui me semble important. Il y a des changements, il y a des ruptures. Il va y avoir à la fois la réforme de la PAC et ce nouveau dispositif d'accompagnement, de monitoring donc de la PAC par les images satellites. Et il faut qu'on soit en capacité de faire en sorte que ça ne se traduise pas par de la sanction trop rapide et que ça puisse au contraire être un dispositif qui soit plutôt un dispositif de progrès dans l'instruction et peut-être même de simplification, si on va jusqu'au bout, dans l'instruction des dossiers de la PAC. Donc je suis dans des aspects techniques, mais le diable est dans des détails. Les actes délégués sont en train de s'écrire. Il y a des petites phrases dans des actes délégués, des délais, par exemple, des délais de prévenance des agriculteurs, des délais de réaction des agriculteurs, etc., qui sont fixés à 4 jours, 5 jours, etc. Une fois que c'est écrit dans un acte délégué, c'est plus compliqué à changer. Donc c'est vraiment un point de vigilance
sur lesquels il faut aussi être transparent. Éric Andrieux, peut-être une réaction sur le PSN, les PSN en Europe, vous l'avez un petit peu évoqué. Donc cette renationalisation partielle de la PAC, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un danger, justement? Comment vous voyez les choses? Alors, déjà, je voudrais réagir juste un mot sur le droit à l'erreur, évoqué en aparté. Le droit à l'erreur dans le droit européen, il existe, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un des rares pays qui ne l'applique pas. Voilà. C'est pas le même niveau de responsabilité. D'ailleurs, comme vous dites vous-même, il y en a qui vont être prêts au 1er janvier et d'autres qui seraient prêts qu'au mois d'avril. Bon courage à la Commission, mais on va voir ce qui est possible, qu'est-ce qui est le champ qui est possible ou pas. Mais c'est là une latitude. Sur la qualité du PSN, je prends la France, allez, au hasard. Donc, la France va présider au destin de l'Union pendant 6 mois. Dans le cadre de la présidence française, donc, alors ça va aller de janvier à mars, puisqu'on est en année électorale, ça n'a échappé à personne. Ça veut dire que c'est un rapport de force qui va se poser. J'ose espérer que la Commission aura le pouvoir de l'exigence qualitative. Je m'interroge. Voilà, c'est tout. Après, on verra. L'histoire nous dira qui a raison, qui a tort. Effectivement, quand je vois l'écriture du PSN aujourd'hui, la version 1 du PSN français, par rapport aux objectifs Farm to Fork, biodiversité au Green Deal, là aussi je m'interroge. Si je prends l'aspect bio, on est à 18%, on peut passer de 9,5 à 18% sur le bio. C'est intéressant, mais c'est nécessaire mais pas suffisant, j'ai envie de dire. Donc, et ensuite, derrière, on met les moyens derrière. C'est quand tu dis, le diable est dans les détails, quels moyens on met en œuvre. Si on accompagne la conversion et qu'on lâche le maintien, ben, je dis, on va avoir des soucis pour atteindre les objectifs, pour passer à 18 ou 27% sur le bio. Donc voilà, ça c'est des questions qui vont être posées. Je ne dis pas que le PSN, la version 1, n'est pas inintéressante, mais pour moi, dans ce qui est affirmé comme objectif, c'est intéressant. Quand on lit les moyens qu'ils ont mis à l'œuvre derrière, je me dis, il y a loin de la coupe aux lèvres. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on va voir là, et ça c'est vrai pour la France, et ça va être vrai pour l'ensemble des 28 PSN donc, qui vont être présentés. Et je le redis, en fait, l'efficacité de transition de la réforme que l'on est en train de mettre en perspective, elle est liée à la capacité de la Commission à poser des niveaux d'exigence sur les 28 PSN. Voilà. Et en fait, il y a du PSN et quand on parle dans le PSN, on voit bien que sur les éco-schemes, ça représente 25% du premier pilier. Voilà, donc voilà, c'est là-dessus, on va pas reprendre la tour de la structure point par point, mais quand je vois les 3% sur le sectoriel, par exemple, donc du premier pilier, c'est de la technique, peut-être je ne devrais pas aller là-dessus, et que la France se refuse donc de prendre en compte, je me dis c'est bien dommage pour certaines filières, comme le lait, comme l'élevage, donc comme le bio par exemple. Voilà, pourquoi donc on n'utilise pas ces 3% pour aller sur le sectoriel, alors que la PAC propose cette possibilité-là. Voilà. Alors donc, on est dans le discours, on n'est pas dupe de la situation, on est aussi dans une campagne électorale, voilà. On a pris un axe majeur qui est les mesures miroirs, on les comme ça, donc voilà. Là on sait que ça fédère tout le monde agricole, au moins tout le monde est d'accord, on l'a vu dans l'OCM. Il faut être vigilant quand les éléments de langage donc, et les discours et la réalité transcrite sur le terrain, voir ce qui va se passer. Parce que même une mesure miroir, on peut l'affirmer, et c'est un enjeu majeur donc, au niveau politique, mais ça ne se réglera que dès lors qu'on aura la capacité, le courage et la volonté d'ouvrir le débat au sein de l'OMC. Moi j'ai eu des débats donc, avec Pascal Lamy, vous direz il n'est plus directeur de l'OMC, mais il n'y a pas encore une dizaine de jours, on a abordé ces questions-là. On sait très bien que dans le cadre de l'OMC, la vraie question qui est celle liée au stock stratégique donc, est une question majeure. Au moment où l'Union européenne, et je reviens sur les PSN, tout ça est lié, si vous voulez, tout ça est lié, mais au moment où, l'Union européenne est le seul continent qui respecte ces règles-là, quand on regarde du côté chinois ou du côté indien, les stocks stratégiques, eux, ils savent ce que ça veut dire, si vous voulez donc. Et nous, on a des sujets, dont on est sur de la géopolitique, et je ne suis pas sûr qu'en additionnant, je le redis, les 27 PSN, on répond à ces questions majeures d'ordre géopolitique, donc qui sont éminemment importantes. Si on ne règle pas la question internationale au sein de l'OMC par rapport à ce qu'on peut appeler les mesures miroirs, on peut se faire plaisir, hein. On devrait continuer à mettre ça au cœur du débat, etc. Pendant qu'on débat, mais on n'agit pas, mais on débat toujours. Et c'est des questions qui ne sont pas mineures. Il faut le porter à des niveaux conséquents. Donc, hein, et je ne suis pas convaincu que les PSN soient en capacité, de par leur approche, de traiter des vraies questions de l'avenir donc du modèle agricole.
Juste un mot avant de passer la parole à la salle. Pierre Bascou, est-ce qu'il y aura une tolérance ou fermeté de la part de la Commission européenne sur ces PSN? Tolérance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tolérance sur les dates, sur l'articulation, on parlait du décalage du calendrier par exemple. Non, mais il y a un calendrier qui est prévu dans la réglementation PAC et ce calendrier sera appliqué. Sinon, si un État membre ne respecte pas le calendrier, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est quelque chose que nous n'envisageons pas. Donc, tous les États membres, et on fait tout actuellement, on travaille beaucoup donc, en informel avec les États membres pour les aider à préparer leur plan stratégique. Et donc, nous sommes assez confiants dans la capacité de l'ensemble des États membres de l'Union européenne à nous fournir des projets de plan stratégique d'ici la fin de l'année. Si vous permettez, juste enfin pour tordre le cou à ce débat de renationalisation, plan stratégique, c'est un débat très franco-français. La France adore ce genre de débat qui ne sert pas à grand-chose, mais qui font avancer les schmilblick, comme on dit. Non, pour nous, c'est vraiment très important parce que c'est la PAC telle qu'elle existe actuellement, en fait, on considère qu'elle n'est plus en capacité de répondre aux besoins des agriculteurs et de répondre aux enjeux économiques, enjeux climatiques, etc. Parce que tout est décidé à Bruxelles, non pas par Bruxelles, mais au niveau de Bruxelles. Et on l'a vu, vous avez évoqué le verdissement, on voit bien dans la capacité de la PAC à accompagner les agriculteurs dans la transition, etc. Le système où tout se fait à Bruxelles, avec des milliers et des milliers de pages de règlements, ça ne fonctionne plus. Vu la diversité des situations, vu la diversité des besoins des agriculteurs, vu la diversité des structures, de la compétitivité des secteurs, etc. Et donc c'est pour ça qu'avec les plans stratégiques, ce que la Commission a voulu faire, c'est de limiter l'action de l'Union européenne là où elle a une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire définir les objectifs, définir les ambitions, définir les grands types d'instruments, définir un minimum de règles aussi à respecter par tout le monde pour éviter les distorsions de concurrence. Mais après, c'est laisser de la flexibilité aux États membres. Et pas simplement pour la mise en œuvre, mais également pour la définition de la politique publique qui va soutenir les agriculteurs. Et ça, c'est vraiment important parce que le besoin des agriculteurs français, c'est pas le même que les agriculteurs roumains, où ils sont 3 millions avec 2 hectares et une vache, ou c'est pas les mêmes que les besoins des agriculteurs finlandais qui font à la fois de la sylviculture et de l'agriculture. Donc, il est important de laisser de la marge de manœuvre, de la flexibilité, je dirais, aux autorités nationales afin de définir ce qui convient le mieux à leur secteur agricole, mais tout ceci dans un cadre européen. Et le vrai travail de la Commission, ce sera d'évaluer en fait les stratégies qui sont mises en place au niveau national pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins des agriculteurs dans les pays et pour s'assurer qu'elles permettront d'atteindre l'ambition qui a été fixée dans le cadre du Pacte vert, dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table. Et la Commission n'est pas célèbre pour être extrêmement flexible, tolérante et, je dirais, moins disante. Et donc, on sera exigeant avec les plans stratégiques, comme on a pu être exigeant avec les plans de relance et de résilience. Donc, vous pouvez oser espérer, monsieur le parlementaire, et vous pouvez compter sur la Commission pour vous assurer que l'argent public qui sera dépensé au titre de la PAC sera dépensé, je dirais, correctement et à des bonnes fins pour répondre aux vrais enjeux, je dirais, climatiques, environnementaux et économiques. Même si, in fine, ce que nous voulons, c'est de produire mieux, consommer mieux, afin d'avoir des prix aussi plus rémunérateurs, afin que les agriculteurs dépendent moins aussi des politiques publiques de soutien au secteur agricole. Merci beaucoup, messieurs, de ces propos. Merci beaucoup d'être intervenus devant chacun. Et merci à vous. Et puis, nous tenterons de recommencer ça une autre fois. Merci Véronique. Et merci à vous et merci aux chambres d'agriculture de nous avoir accueillis aujourd'hui. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.